Alain Olive, bonjour. Bonjour. Alors vous appelez demain à manifester pour la 7e fois depuis fin mai contre la réforme des retraites. Il y avait déjà programmé avec l'intersyndicale une 8e journée de mobilisation mardi prochain. Qu'est-ce qui vous fait dire que Nicolas Sarkozy va finir par céder à la pression de la rue, ou alors n'êtes-vous pas au fond de vous-même convaincu que c'est déjà plié et que ces deux dernières mobilisations sont en fait une forme de baroud d'honneur? Je crois que tant que la loi n'est pas votée, rien n'est fait. Alors ensuite, est-ce que Nicolas Sarkozy va plier ou pas? J'en sais rien. Il semblerait qu'il soit bien parti pour ne pas plier. Reste que, en ce qui concerne l'UNSA, nous allons aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ça veut dire que nous allons contester cette réforme jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle soit votée. Après, nous verrons bien en termes de modalités d'action. Quand vous dites jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle soit votée, c'est-à-dire que lors de la prochaine intersyndicale jeudi 21, vous pourriez dire maintenant on arrête parce que la loi est votée? Il faudra qu'on examine effectivement après le 21 ce qui va se passer et quelles modalités d'action. Pour l'instant, il reste une semaine avant le 21, donc ce que je voudrais dire, si vous voulez, c'est que je pense qu'il y a deux choses dans ce conflit. Il y a la bataille de la légalité que le gouvernement est en train de gagner, et il y a la bataille de la légitimité. Et je crois que cette bataille-là, ce sont les organisations syndicales qui sont en train de la gagner. Voilà, c'est tout. Je pense que quelque part, le gouvernement, en étant inflexible, en ne cédant sur rien, notamment sur la borne d'âge 65-67 ans, s'est mis dans une grande difficulté, même si la loi est votée. Et s'il revenait de cette borne d'âge 65-67, ça changerait quelque chose pour vous? Je crois que ça changerait quelque chose pour lui surtout. C'est-à-dire que pour lui, certainement, il aurait montré qu'il peut écouter une partie des arguments de ceux qui contestent cette réforme. Parce que si la réforme reste en l'état, c'est clair, les questions qui sont posées dans cette réforme, la question du travail des seniors, la question de la pénibilité, la question du financement, la question de la précarité, ces questions-là demeurent. Elles ne vont pas disparaître parce que la réforme des retraites est votée. Voilà, donc je pense qu'il est face à un sacré problème. À court terme, on peut considérer que ça peut être une victoire. Je pense qu'à moyen terme, ce sera une défaite. Alors, vous venez d'avoir 60 ans en début d'année et vous avez le droit officiellement de partir en retraite. Pourtant, vous avez rempilé en novembre, pour un mandat de 3 ans, la tête de l'UNSA. Alors pourquoi vous partez pas en retraite, histoire d'être cohérent et de vous appliquer à vous-même le dogme du maintien de... Eh bien, mon cher Marc, vous êtes mal informé, puisque lors du congrès de novembre de l'UNSA, j'ai dit effectivement que j'allais partir. Et je peux vous annoncer que je vais partir au mois de mars. Mars 2011. 2011. Donc je vais passer le relais. Je vais donc partir en retraite au mois de mars 2011. Et qu'est-ce que vous ferez quand vous serez en retraite? Beaucoup de choses. D'abord, je ne vais pas abandonner bien évidemment l'engagement syndical. Je vais rester dans la mouvance de l'UNSA. Je pense que j'ai des choses à faire. Je serai très intéressé justement par l'étude des différents conflits. C'est quelque chose qui m'intéresse, qui me passionne depuis longtemps. Comment dans ce pays on ne peut pas arriver à un compromis social et pourquoi on ne peut pas arriver à un compromis social? Je serai intéressé toujours à l'avenir du syndicalisme. Moi je suis profondément réformiste et je suis attaché à la négociation, basé sur un rapport de force, mais attaché à la négociation. Bon, et puis j'ai des hobbies personnels. Voilà, étant jeune j'ai fait l'école du Louvre, donc je vais reprendre. Je m'intéresse beaucoup à l'art roman. Vous savez que la Catalogne dont je suis originaire, il y a beaucoup d'art roman et je vais m'intéresser de beaucoup plus près à l'art roman de Catalogne. Alors comment expliquez-vous l'échec des grèves reconductibles, notamment dans les transports? Est-ce qu'on doit y voir un signe de l'essoufflement de la contestation ou plutôt de la résignation des salariés? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Premier élément, je crois que après plusieurs journées de grève, et c'est un peu ce qui est apparu dans notre syndicat UNSA RATP, ça fait mal au portefeuille. Et une grève reconductible, ça se décide jamais à la légère. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je crois que les salariés des régimes spéciaux étant touchés à l'horizon 2017-2018, certains d'entre eux peut-être se sont dit on a le temps. Et puis, je crois que des grèves reconductibles, c'est toujours une décision difficile à prendre, surtout en période aussi de crise. Et je rappelle que les confédérations intersyndicales n'ont pas appelé aux grèves reconductibles. Les confédérations, l'UNSA n'a pas appelé aux reconductibles. Reste que soyons pas hypocrites. Lorsque les cheminots ont appelé à faire une grève reconductible, moi j'ai dit que je les soutenais. Mais nous n'appelons pas effectivement aux grèves reconductibles. Alors est-ce que l'ancien prof d'éco que vous êtes considère que les lycéens ont un bagage intellectuel suffisant pour juger de la qualité de la réforme des retraites proposée? Peut-être pas tous, mais moi je suis frappé, je vous le dis, comme j'ai écouté les interventions de certains lycéens, ils sont d'une maturité extraordinaire. Pas tous,
Non, non, pas tous, mais ceux qui s'expriment sont d'une maturité extraordinaire. Bon, alors après, est-ce que d'être dans la rue à 17 ans ou à 16 ans pour défendre la réforme des retraites, si je me reporte à ceux que j'étais moi à 15 ans ou 16 ans, on ne pensait pas à ça. Peut-être que les temps difficiles que nous vivons les obligent à penser à ça. Est-ce que c'est pas plus une manière pour eux de se plaindre de l'avenir et de la crainte du chômage? Certainement, je crois que les deux sont liés. Je pense que l'argument qui revient le plus souvent dans la bouche des lycéens est l'argument suivant. Si les gens restent davantage en activité, donc s'ils prennent leur retraite plus tard, ce sont des postes en moins pour nous. Je crois que cet argument-là est recevable. Alors pour réformer les retraites, l'UNSA propose notamment de reconsidérer les 30 milliards d'euros d'exonération de charges sociales qui sont accordés chaque année aux entreprises. Or ces allègements, généralement, elles compensent un coût du travail qui est élevé pour les bas salaires et leur remise en cause aurait un impact non négligeable sur l'emploi des moins qualifiés. Alors quel intérêt de prôner cette mesure-là si jamais elle a un impact négatif sur l'emploi et qu'elle détruit des postes non qualifiés? Oui, bon, c'est une mesure qui s'insère dans toute une série de réformes que nous avons demandées. Je crois que finalement le gouvernement, quand il remet en cause ou quand il dit qu'il va remettre en cause le bouclier fiscal, l'ISF, et quand il va regarder la fiscalité, je crois qu'il y a un vrai débat à avoir sur la fiscalité. Il y a un vrai débat à avoir sur le manque de recettes de l'État et un vrai débat à avoir sur le financement de notre protection sociale. Ce que je dis, c'est que cette réforme des retraites, ce projet de réforme des retraites, les débats que cette réforme a suscité nous engagent déjà sur un autre versant, qui est le versant qui va nous mener à 2012 et qui devrait poser ce type de problème. Quelle fiscalité, quel financement? J'ai vu qu'il y avait des interrogations sur la TVA sociale ou TVA anti-délocalisation. Je crois qu'il faut mettre tout ça sur la table. On doit pouvoir discuter de tout ça, y compris des aides aux entreprises et des effets d'aubaine que certaines ont à travers ces aides. Alors pour revenir aux jeunes, quel conseil vous donneriez aujourd'hui à un jeune qui débute dans la vie active pour assurer ses vieux jours? Se syndiquer à l'UNSA qui défendra très bien ses droits à la retraite, ou alors mettre de l'argent de côté histoire de se garantir un petit pécule supplémentaire? Soyons pas hypocrites, je crois qu'il faut tout faire. Il faut à la fois avoir un engagement collectif. Moi, je crois beaucoup à l'engagement collectif. Je ne pense pas que l'individuel soit la solution. On vit dans une société où il faut avoir des liens de solidarité et ça passe par l'engagement collectif. Et donc le syndicalisme fait partie. Il faut aussi, bien évidemment, préserver sa propre personnalité, préparer cet avenir. Ça passe aussi par mettre un peu d'argent de côté, mais tout ça n'est pas contradictoire. Il ne faut pas opposer ça. Et ce que je trouve aujourd'hui, c'est que parfois on cède trop à la caricature. La vie est beaucoup plus complexe et beaucoup plus compliquée que ce qu'on vient de dire. Alors, dernière question, quelle est aujourd'hui l'espérance de vie d'un homme à 60 ans à la retraite? Ça dépend de quel homme vous parlez. En moyenne? Ça dépend si vous parlez des cadres ou des ouvriers. Les cadres ont une espérance de vie de 7 ans supérieure à celle de l'ouvrier. L'espérance de vie moyenne doit être à peu près de 18 ans. Hein? Pour un homme, elle est de 22 ans et pour une femme, elle est de 27 ans. Bon, voilà. C'est vraiment incompatible, ça, cette durée d'espérance de vie à 60 ans avec le report à 62 ans? Mais non, mais attendez. On n'a jamais dit qu'il ne fallait pas avoir une réforme. On n'a jamais mis, nous, comme tabou, l'UNSA, les questions des mesures d'âge. Ce qu'on dit, c'est qu'il fallait mettre tout sur la table. Je crois que le gouvernement, pris un peu par la crise économique et sous l'œil du regard des agences de notation, a décidé de faire une réforme qui lui rapporte beaucoup en peu de temps. D'ailleurs, la montée en charge est très rapide. Et d'où le manque de négociation, d'où le manque de discussion. Alors qu'ensuite chacun s'enferme dans des postures. Le gouvernement est dans une posture, peut-être les organisations syndicales aussi, mais c'est de sa responsabilité ça. Je pense que ce qui est dramatique et le gâchis qu'il y a dans ce pays, c'est qu'on ne peut pas élaborer un compromis. Je pense que sur les retraites, très sincèrement, je le crois vraiment, il y avait la possibilité d'aller vers un compromis. Alain Olive, merci.